Le championnat du monde d'endurance a repris ses droits le week-end dernier au Brésil avec les 6 heures de Sao Paulo qui ont été remportées par BMW Team WRT, la deuxième victoire de l'équipe belge après son succès à domicile aux 6 heures de Spa, mais cette fois ce n'est pas la M-Hybrid V8 numéro 20 qui s'est imposée, mais bien la numéro 15 de Dries Vanthoor, Kevin Magnussen et Raffaele Marciello, une victoire sur laquelle nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Pour cela je serai évidemment avec Thibaut Villemont qui était à Sao Paulo pour faire un petit peu l'analyse de cette épreuve. Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Thibaut, salut, tu es de retour donc de Sao Paulo avec une épreuve des 6 heures brésiliennes, la première après les 24 heures du Mans qui, on rappelle, ont été remportées par Toyota, et on est revenu sur un format un petit peu plus traditionnel pour le WEC, Thibaut, avec donc cette épreuve de 6 heures sur une piste qui est de retour au calendrier depuis 2 saisons 2024, donc après avoir évidemment fait partie des premiers calendriers du WEC à partir de la relance du championnat du monde tel que nous le connaissons. Et Thibaut, c'est donc BMW et Team WRT qui se sont imposés pour la deuxième fois cette saison. Thibaut, comment on analyse un petit peu cette course ? Alors on va déjà faire un bilan un petit peu global. C'était une course qui a été animée. Souvent on le dit dans nos podcasts ou dans nos analyses. Des fois on est un petit peu sur du train-train. C'est un petit peu des fois un peu mou pour être un petit peu péjoratif. Mais là Thibaut, l'épreuve dans sa globalité a été plutôt animée, surtout dans sa deuxième partie évidemment. Et une épreuve, Thibaut, qui a été, il faut le mentionner, disputée quasiment en intégralité sous drapeau vert, à part un léger full coursier. Salut Pierre, salut à tous. Oui, tu fais bien de le dire. Autant l'année dernière, on avait été assez critique sur les 6 heures de Sao Paulo. C'est vrai que ça avait pas été la course du siècle. Autant cette année, honnêtement, on s'est régalé. Alors on a eu 3 premières heures, j'allais dire hachées, mais c'est pas le terme, puisque comme tu l'as justement dit, on a quasiment 6 heures de drapeau vert, et c'est ce qui rend cette course encore plus remarquable. On a eu beaucoup de contacts, de pénalités durant les 3 premières heures. Après, ça s'est un petit peu calmé, mais c'est un circuit qui s'y prête. Il est court, c'est le plus court de la saison, donc il faut gérer le trafic. Et en revanche, on a eu 3 dernières heures honnêtement de toute beauté. Bravo, ça signifie quand même beaucoup de choses. C'est qu'on n'a pas besoin forcément de safety car pour qu'il y ait du spectacle. Et la BOP, on essaye de pas en parler, mais il s'avère qu'elle était plutôt en tous les cas assez juste entre certains constructeurs. On va le voir après quand on va analyser les uns et les autres. En tous les cas, on s'est régalé. Ce qui a été un petit peu on va dire rigolo, c'est que pendant toute la semaine, on a fait que parler de la pluie. Parce qu'on s'attendait à des grosses averses. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas eu besoin de la pluie. On n'a pas eu besoin de la pluie pour avoir une belle Voilà, course. Exactement. On n'a pas eu besoin de safety car, on n'a pas eu besoin de la pluie, t'as totalement raison. Et en fait, on a beaucoup parlé de la pluie en se disant que toutes les séances allaient se dérouler sur le sec, que tout allait être entre guillemets à jeter à la poubelle parce qu'il allait y avoir de la pluie. En fait, on a eu un moment, une petite bruine, mais même pas suffisant pour aller chausser les pluies, donc rien de bien méchant. On s'est vraiment régalé, plus de 80 000 spectateurs, 85 000 de mémoire, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Après la course de l'an passé, je trouve que c'est chouette et ça prouve qu'Interlagos a sa place dans le calendrier du WEC. Non, ça a été un bel événement avec des beaux vainqueurs, un beau podium, notamment on y a encore une fois, on y reviendra, mais 2 secondes 2 entre le premier et le deuxième, donc c'est une des arrivées les plus serrées de l'histoire du WEC. On a 3 constructeurs aux 3 premières places. Sans les déboires d'Alpine, on aurait pu avoir 4 constructeurs différents dans le top 5. Donc ça, c'est vraiment top. L'an dernier, Thibaut, on avait vu Cadillac très à son avantage, que ce soit en qualification ou en course. Les qualifications cette année sont dans le même sens. On a vu les Cadillac et les V-Series R dans leur nouvelle version 2026 très en verve, puisqu'on rappelle que Will Stevens, Norman Nato ont dominé les qualifications et que la deuxième voiture d'Earl Bamber, Sébastien Bourdet et Jack Aitken est partie de la première ligne. On a vu le début de course, Thibaut, où Cadillac a mené la danse, notamment avec cette numéro 12 qui évoluait en duo, Will Stevens et Norman Nato. On vous rappelle que Alex Lynn est pour l'instant sur la touche, avec une opération et des soins au niveau de la nuque. Par contre, Thibaut, c'est encore une fois Cadillac a un peu perdu toute seule, on va dire, puisque la marque a malheureusement eu des soucis au niveau du ravitaillement pour les 2 voitures, la 38 qui a été mal positionnée, mais c'est surtout la 12, Thibaut, avec ce problème d'écrou qui a en fait, quand on regarde l'issue de cette épreuve, fait quasiment basculer le scénario en faveur de BMW et de Team WRT.
Pourtant, on se connaît la qualité de Jota, Thibaut, on les a vus en LMP2, on les voit en hypercar. C'est vraiment ces petits détails qui, là, ont fait vraiment la différence, en plus de la très belle exécution et de la très bonne performance de la BMW numéro 15. Oui, totalement. Après les qualifs, les statistiques penchaient quand même beaucoup en faveur de Cadillac, puisque jusque-là, dans toute l'histoire des 6 heures de Sao Paulo, donc première édition en 2012, là c'était la 6e, la voiture victorieuse était toujours élancée depuis la première ligne de la grille de départ. BM a été impeccable, on va le voir après. Cadillac ne l'a pas été, et à mes yeux, c'est la deuxième course où Cadillac est le grand perdant, parce que au Mans aussi, certes, Toyota a été très fort, mais Cadillac n'a pas été parfait. Après, vous allez me dire, sur une course de 24 heures, c'est impossible de l'être, et Toyota ne l'a pas été non plus, mais en tous les cas, ils l'ont été davantage. Honnêtement, on prend les vitesses des autos, les chronos, tout ça. Cette course, elle était pour Cadillac, et ils s'en cachaient d'ailleurs pas à l'arrivée. C'est eux qui l'ont perdu. Après, tu disais c'est encore pire que la 12, mais en fait, c'est vrai que même après la course, parce qu'en plus on l'a pas vu à l'écran, il y en a qui se demandaient mais qu'est-ce qu'ils ont fait Cadillac au premier ravitaillement. Donc il y a eu effectivement ce souci au niveau du changement de roue avant droite pour la 12, et Earl Bamber qui a raté son emplacement de stand, donc on a dû reculer la voiture, la mettre sur les skates, et ça fait perdre une vingtaine de secondes. Alors en soi, on peut se dire 20 secondes, bah c'est pas grand chose. Sauf que là c'était tellement serré, et comme il n'y a pas eu d'interruption de course, bah c'est ce qu'on appelle, ils ont perdu la track position, et ça c'est absolument primordial. On l'a vu, on le voit de plus en plus en endurance, parce qu'avec un règlement régi par une BOP, vous avez des voitures qui sont de plus en plus similaires au niveau des performances, et ça devient de plus en plus compliqué de doubler. On l'a aussi vu au 24 heures du Mans, où et c'est là où la Toyota numéro 7 a été forte, c'est que Kamui Kobayashi et Nick De Vries, quand il a fallu prendre son courage à deux mains pour aller doubler à la bord de Mulsanne ou d'Arnage, ils l'ont fait. Tout ça pour dire que c'est très compliqué de doubler. Donc les deux Cadillac, lors de ce premier ravitaillement, bah en fait, ils ont perdu la course là, parce que ils ont perdu la track position, et leur niveau de performance ne leur a pas permis derrière de récupérer, d'autant qu'il y a quand même eu aussi 2-3 erreurs. Il y a eu des pénalités ici et là, là où la 15 a notamment effectué la course parfaite. Alors c'est un petit peu frustrant parce que c'est la deuxième course que Cadillac peut remporter, et à l'issue de laquelle la victoire ne tombe pas dans le clan, dans l'escarcelle du clan américain, pardon. Comme tu le dis, c'est tout ce à quoi ne nous avait pas habitué Jota, en fait, dans l'exécution. Ils sont plutôt assez irréprochables. Et là, ils ont un peu de mal. Alors, est-ce que c'est la pression? Parce que ça y est, enfin, je veux dire, ils sont représentants officiels d'un constructeur américain. C'est la deuxième saison. On les attend tous au tournant. La V-Series R, dans sa version 2026, elle est quand même assez redoutable. Ils ont fait un boulot absolument remarquable. Et là, ils ont tous les ingrédients pour gagner, honnêtement. Et ils y parviennent pas. Donc, ce serait intéressant de voir sur les prochaines manches, mais il y aura un petit facteur BOP aussi qui va rentrer en jeu, puisque la voiture, encore une fois, à Sao Paulo était la plus rapide. Donc c'est vraiment pas un bon dimanche pour Cadillac. Au final, ils font 3e et 4e. Alors on peut se dire ouais, c'est pas si mal, mais non, c'est pas. Honnêtement, c'est pas bon, et j'espère vraiment pour Cadillac et Jota qu'ils vont réussir à en gagner une d'ici la fin de saison, parce que sinon ce serait quand même une grosse déception au vu du potentiel entrevu en tous les cas au sein de l'écurie anglo-américaine. Un an sans victoire, Thibaut, pour Cadillac, et donc comme tu dis, s'il n'y a pas de victoire d'ici la fin de l'année, ça fera une saison blanche au niveau des victoires pour Cadillac. Et du coup, donc, c'est, comme on le disait en introduction, Thibaut, BMW et Team WRT qui la met au fond, comme dirait Laurent Mercier, avec la numéro 15 de Dries Vanthoor, Raffaele Marciello et Kevin Magnussen. C'est la première victoire du trio Thibaut en hypercar, puisqu'on sait que Dries Vanthoor avait déjà remporté une course de WEC évidemment en 2022 avec WRT en LMP2. C'est aussi la récompense pour ce trio on connaît Dries Vanthoor, sa capacité à être très rapide sur un tour, notamment en qualification. On a vu évidemment Raffaele Marciello dans diverses épreuves et sa pointe de vitesse, Kevin Magnussen également très 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 performant. Et là ils ont tout s'est bien mis bout à bout, il n'y a pas eu d'erreur. Tu parlais de l'erreur Thibaut de la Cadillac numéro 12 avec les 5 secondes de pénalité pour un contact avec l'une des Lexus à Codis ASP. Du côté de la BMW numéro 15, la course a été fluide, sans erreur. Ça fait 2 fois Thibaut que WRT fait des courses vraiment parfaites, même 3 avec Le Mans. On sait que Le Mans a été aussi quasi parfait pour l'équipe de Vincent Voss. C'était presque à la passe de 3. Qu'est-ce qui a changé Thibaut? On sait que cette version Evo aussi 2026 de la BM apporte plus de confort pour les pilotes en course. Peut-être un peu moins bonne en qualif, de ce que disaient les pilotes, on le voit en termes de résultats en qualification, mais en course on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Et aussi au sein de l'équipe, quelque chose semble avoir changé, Thibaut. Non, chapeau, vraiment chapeau. On a été pareil, on a été critique avec BMW, WRT durant les 2 premières saisons du programme en WEC, parce que quand ils sont arrivés en WEC en 2024,
2004, la BMW avait déjà une année dans les pattes en IMSA. On connaît le potentiel de WRT. On s'attendait presque à ce que ça devienne la référence. On a été peut-être un petit peu trop exigeant, on en a peut-être un petit peu trop attendu quand on voit à quel point ça avait été aussi difficile pour Porsche et Penske qui sont quand même deux armadas avec énormément de moyens. On a peut-être été un peu trop exigeant et là c'est vraiment chouette de voir que cette année ça marche fort. Ils sont enfin au niveau auquel on les attend. 3 podiums de suite, et tu fais bien de dire, ça fait presque 3 courses parfaites. Encore une fois, c'est impossible de traverser les 24 heures du Mans en ne faisant pas la moindre erreur. Mais quand je disais à l'instant Cadillac, pour moi, a été le principal perdant des 24 heures du Mans, c'est que BMW et WRT, ils peuvent que se réjouir de ce résultat. Alors certes, vous avez toujours cette petite frustration de vous dire « Ah, on est passé à 10 secondes, est-ce que à l'avenir, toutes les conditions seront à nouveau réunies pour qu'on lutte pour la gagne ?» Moi, j'ai confiance vu ce qu'ils ont montré, il n'y a pas de souci. Et mais si on leur avait dit 2 mois avant, vous allez gagner, vous allez signer un doublé à Spa et vous allez jouer la gagne aux 24 heures du Mans et terminer deuxième, je pense qu'ils auraient signé sans hésiter. Maintenant, ils sont tous là pour gagner, on est bien d'accord. En revanche, non, chapeau à eux, super course, super stratégie, super pilote. Tu parlais de Dries Vanthoor, pilote à la pointe de vitesse absolument incroyable, il a pas fait d'erreur, qui n'a pas été le cas au Mans, et je pense que ça a pesé aussi peut-être dans la balance en fin de course parce que Toyota s'est retrouvé à 2 autos contre une pour Cadillac et une pour BM dans le Money Time. Et là, ils ont été impeccables. Dries a été impeccable et pourtant, apparemment, il se sentait pas très bien en fin de course. Et puis, Vincent Voss a eu raison de souligner. Chapeau Kevin Magnussen, un début de course incroyable. Il a réussi à gagner des positions sur la piste et on disait à quel point c'est compliqué de dépasser. Pour moi, c'est certainement peut-être le grand bonhomme de cette course. Mais derrière, vraiment, tout a été exécuté à la perfection par l'écurie belge et le constructeur allemand. Honnêtement, il la mérite. Bravo à eux. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est, on va dire que la petite frustration, elle vient de la pénalité dont a écopé Robin Freins en fin de course. Il a percuté la Ferrari numéro 50 avec qui se battait pour la 6e place. Et sans ça, ils auraient une avance, les pilotes de la numéro 20 auraient une avance plus conséquente. Alors de quelques points, attention, sur la Toyota numéro 7. Mais là, Robin Freins et René Rast prennent quand même la tête du classement général pilote, même s'ils sont à égalité de points avec les pilotes de la Toyota numéro 7, mais ils ont une 2e place, là où ce n'est pas le cas pour leurs rivaux. Et BM revient à 4 points de Toyota au championnat constructeur. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Un week-end vraiment presque parfait pour BM, et chapeau à eux encore une fois. BMW Team WRT évolue enfin au niveau auquel on les attendait, et surtout là, ça y est, ils étaient capables de petites fulgurances, on va dire, chaque année. Il y avait 1 ou 2 courses où ils étaient à leur avantage, et là, il semblerait qu'ils aient gagné en constance. Et voilà, on se dirige quand même vers un duel Toyota BMW pour la lutte, dans la lutte pour le titre, et ça promet, ça va être chouette. À quel point, Thibaut, tu penses aussi que le fait d'avoir récupéré le programme IMSA aide WRT dans l'exploitation de la voiture, ou c'est vraiment décorrélé, à ton avis ? Non, je pense que c'est un tout. L'équipe connaît encore mieux la voiture. Surtout, il y a une totale transparence au niveau des échanges d'informations. Maintenant, c'est ce que j'ai dit en rigolant à la fin de la course avec Vincent Voss et Andreas Ross. Maintenant, on attend la même en IMSA. Mais non, ça a un impact. Et il y a un autre impact, je pense, qu'il faut pas. Il y a eu quand même quelques changements au niveau de l'organigramme. On a Brice Gallardon, qui est devenu l'ingé course de la BMW numéro 15, et le retour de Adam Hardy, l'enfant de la maison, qui était parti chez Porsche Penske et qui revient. Et c'est d'ailleurs lui, qui a été mandaté pour monter sur le podium, et qui est quelqu'un de brillant. Tous les gens avec qui il a collaboré vous le diront. Et c'est un tout. Honnêtement, c'est un tout. Et aujourd'hui, c'est une très très belle armée, on va dire. Et non, c'est évidemment que ça joue. Évidemment. Maintenant, voilà, il va falloir confirmer sur les prochaines manches, mais on sait que Fuji est un circuit qui a plutôt réussi à la BM. Et puis voilà, il y a ce nouveau package aéro aussi, faut pas l'oublier, avec une voiture qui est mieux balancée. Ils ont moins de problèmes de frein puisqu'ils ont changé de fournisseur de frein. Et même s'ils ont peut-être eu besoin d'un petit peu de temps pour s'y accoutumer, il semblerait que ce soit le cas. Et puis et même en qualification, on sait que c'est devenu très important. Au début de la saison, on les voyait un petit peu en retrait en qualification, mieux en course. Et là, ça y est, ils sont là. Alors certes, Cadillac a été plus rapide, mais au Mans, là aussi Cadillac avait été plus rapide, mais ils ont quand même mérité de la pole parce que Jota, là aussi, a fait une erreur. Et là, aujourd'hui, par contre, j'ai vraiment la sensation que la fusée BMW M Team WRT est lancée et que ça va continuer.
Et c'est une deuxième victoire, Thibaut, pour une LMDH également, puisque Toyota a décroché les 2 autres victoires avec la LMH. Est-ce que ça y est, selon toi aussi, dans l'équilibrage des performances, est-ce que cette dualité, on sait que le prochain règlement 2030 doit effacer un petit peu ces 2 différences. Est-ce que ça y est, selon toi aussi, on commence à avoir un équilibrage plus constant aussi au niveau des performances entre les 2 plateformes? Je sais pas, je sais pas, c'est très compliqué à savoir. Des fois, moi, j'ai l'impression que c'était un peu une illusion de l'esprit. Maintenant, oui, les LMH ont certainement des avantages sur certains points, les LMDH en ont sur d'autres. J'ai un peu de mal à rentrer dans ce débat-là parce que c'est compliqué de l'extérieur. Forcément, chacun prêche pour sa paroisse. Mais dans les 2 clans, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des ingénieurs qui ont travaillé du côté LMH et côté LMDH, et ils reconnaissent que globalement, les 2 technologies ont leur avantage. Ce sera plus un débat à partir de 2030. Là, je pense que moi, je vois plus ça. Aujourd'hui, je pense que Toyota et Ferrari avaient vraiment un temps d'avance au niveau exploitation, surtout Toyota, par rapport à la concurrence. Il y a Porsche Penske qui a réussi à se hisser au niveau, et maintenant BMW, Team WRT. J'estime que Jota est encore un petit peu derrière, alors qu'ils ont peut-être la voiture la plus complète aujourd'hui, une des voitures les plus complètes, peut-être la LMDH la plus complète. C'est un petit peu des discussions que j'avais eues avec des constructeurs LMDH à l'époque. Avant de râler, il faut d'abord être parfait, et aujourd'hui c'est pas le cas. Donc voilà. Après, il y a eu au final, on se retrouve en fin de course avec une lutte Ferrari BM, donc c'est deux plateformes différentes. Encore une fois, ce problème se présente à plus en 2030. J'ai du mal à me faire un réel avis sur la question, même si aujourd'hui, quand vous prenez en compte le duel depuis 2023 LMH LMDH, si on peut dire, il y a un net avantage au LMH, mais il faut pas oublier que la première année, Toyota s'appuie sur une expérience incommensurable, et ils avaient gagné toutes les courses sauf Le Mans qui avait été gagné par une autre LMH, en l'occurrence la Ferrari. Mais c'était pas lié à les voitures, c'était lié au fait que l'expérience ne s'achète pas. Toyota, c'est une écurie redoutable, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un tel avantage, mais il a tendance à se réduire. Je mets pas ça sur le compte d'une BOP meilleure. J'ai l'impression que c'est plus sur le fait que les équipes d'exploitation des LMDH de référence ont su hisser leur niveau de jeu. Et Thibaut, tu parlais des LMH, on va compléter ce podium des 6 heures de Sao Paulo avec Ferrari qui termine donc 2e de la course, avec quand même la voiture de Alessandro Pierguidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, la 499 numéro 51. Thibaut, la voiture ne termine qu'à 2 secondes 2. On se souvient que l'an dernier, ça avait été un des circuits très compliqués pour Ferrari, historiquement même, au-delà de l'année dernière. Cette fois, la voiture a été bien plus performante. La numéro 50, Thibaut, elle n'a pas eu de réussite, avec notamment le drive-through infligé en début de course à Antonio Focco pour un non-respect d'une vitesse sous full course yellow. Mais Thibaut, on a senti Ferrari un peu plus dans le match par rapport à ce qu'elle avait montré sur ce circuit de Sao Paulo. Cette 2e place, Thibaut, c'était un bon résultat selon toi pour le clan Ferrari? Oui, c'est un excellent résultat. Ils s'attendaient pas du tout à se battre à ce niveau-là. Ils ont effectué une belle course, ça aurait pu être mieux. À en croire Ferdinando Canizzo, le responsable des programmes endurance de la marque, en fin de course, il a 50, n'a pas sa pénalité. Elle peut jouer la gagne, voire gagner. Faut pas oublier que James Calado fait une erreur quand il sort de la pit lane, il va embarquer une bâche sur le côté gauche. Alors, dans son malheur, il a de la chance parce que la bâche, elle est du bon côté, et elle est collée à la voiture, donc il arrive à faire tout son relais avec, et il a pas besoin de faire un extra pit stop, mais en faisant des waves, Oui, en zigzagant. Merci, voilà, en zigzagant, en essayant de la perdre, il a quand même perdu du temps, et quand on voit l'écart qu'il y a en fin de course, on peut se dire que ça a eu un impact. Mais globalement, ils avaient le sourire. Moi, c'est ce que j'ai jamais vu Ferrari avec un tel sourire après une 2e place. Donc non, ils sont très contents. Ils sont très contents. Et surtout, ils ont montré autre chose que l'année dernière. Après, c'est ce que disait James Calado à l'arrivée. Il va falloir comprendre pourquoi on était perfo. Parce que on était perfo, mais on sait pas trop pourquoi. Quand ça va pas, il faut le savoir. Quand ça va, il faut le savoir aussi. Donc c'est un petit peu l'idée. Aujourd'hui, Ferrari est plus dans une démarche de préparer 2027. Ils auront une grosse évolution sur la voiture. Ils sont plus là-dedans. Je pense que le titre, ils ont fait une croix dessus. Je pense que ça va jouer entre Toyota et BM. Et donc, mais c'était une bonne course. L'écart, Thibaut, au championnat est important entre le top 2 et la suite du classement emmené par Ferrari.
Thibaut, on poursuit l'analyse de ces 6 heures de Sao Paulo dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. On va parler d'Alpine, Thibaut. Alors Alpine est loin au classement, 10e et 11e. Mais en course, on a souvent vu les A424 et notamment la numéro 35 de Antonio Félix d'Acosta, Charles Milesi et Ferdinand Habsburg aux avant-postes. Thibaut, c'est en grande partie dû à un décalage de stratégie et une voiture totalement hors séquence des relais, on va dire, traditionnels. Le pari n'a pas été payant pour Alpine, pourtant la voiture semblait assez dans le coup en termes de performance pure, hein, avec une 5e place en qualification pour la numéro 35 et une 3e place pour Fred Makowiecki, Jules Gounon et Victor Martins, avec un très bon Victor Martins pour sa première qualification. Mais en course, Thibaut, ça n'a pas matché pour les A424. Il y avait des soucis de freinage qui ont été évoqués, notamment de balance. C'est quelque chose qui a l'air assez récurrent sur la voiture. Visiblement, la solution n'a pas été trouvée à 100% pour le clan français. Qu'on sait Thibaut dans une situation un peu d'entre-deux, hein, puisqu'il y a l'avenir qui évidemment est très, très important pour les troupes de Philippe Sino. On vous rappelle qu'Alpine quittera le championnat en fin de saison et que l'équipe d'exploitation discute évidemment avec plusieurs parties pour son avenir. Est-ce qu'il y a quand même des motifs de satisfaction, Thibaut, pour le clan Alpine au terme de ces 6 heures de Sao Paulo ? C'est compliqué de répondre parce que ils auraient dû beaucoup mieux faire sur le plan comptable. La voiture a été très perfo. Vraiment, super perfo. Comme tu dis, là, après Le Mans, ils ont encore eu quelques petits soucis de frein. En fait, c'est une histoire de problème de balance. J'ai l'impression que c'est exactement le problème qu'ont eu Cadillac et BMW par le passé. Et ce qui est bizarre, c'est que je pense que ça a été toujours un peu latent, et là, il semblerait que ça se matérialise un petit peu plus. Ils n'arrivent pas à trouver la solution. Alors, on va pas se mentir, BMW et Cadillac, ils ont été obligés d'en passer par un changement de fournisseur de frein pour solutionner ça. Peut-être que Alpine, Signatech, Geely, je sais pas ce qu'il faut dire, va faire de même. Non, c'est très frustrant. Alors, il y a un moment, comme on disait, c'est dur de dépasser. Il y avait un pari à prendre qui était assez risqué, hein, sur un circuit comme Sao Paulo. Donc, très rapidement, un petit peu comme Toyota a pu faire au Mans, comme BMW a pu le faire à Spa. Ils ont décidé de se mettre hors séquence dès le début de course, hein, dès le premier relais. Et avec la 35, ça n'aurait pas payé pour la victoire, on va dire, parce que la course a été quasiment intégralement sous drapeau vert. Il n'y a pas eu de voiture de sécurité. Et donc, en fin de course, quoi qu'il arrive, Charles Milesi aurait été contraint à un splash. Mais même avec le splash, il aurait dû terminer 5e. C'est pour ça que je disais en début de podcast qu'on aurait eu 4 constructeurs dans le top 5. Et il a été victime d'une crevaison qui l'a contraint à passer plutôt par les stands, à perdre du temps, et c'est ce qui leur a coûté cette position. La 36 a aussi eu une crevaison lors du, je crois, le premier relais de Victor Martins. Et il y a eu un peu de temps qui a été perdu aussi lors du premier passage par la voie des stands, puisque la voiture était mal placée. Donc comme pour la 38, il a fallu mettre les skates et il a fallu la remettre en bonne position avant d'intervenir dessus. Et ça aussi, ça leur a fait perdre un temps assez précieux. Donc oui, c'est frustrant au final. Honnêtement, c'est très frustrant parce qu'il y avait mieux à faire. Et en perf pur, je pense que le podium, il est jouable, clairement. Et tu fais bien de souligner, très très bonne perf de Victor Martins. Il s'attendait pas à jouer la pole, il savait qu'ils avaient une voiture perfo, mais en qualif, il a brillé. Le seul truc qu'on peut souhaiter à la fin, c'est que les Chinois de Geely aient vu cette course et que ça ait fini de les convaincre de reprendre le programme à leur compte, parce que la voiture, elle marche. Il y a des très bonnes choses à faire. Ce serait du gâchis que ça n'aille pas plus loin. C'est la seule chose. Voilà. Maintenant, le pari, on va dire que le jeu en valait la chandelle et que je pense pas qu'ils aient à regretter quoi que ce soit, Signatech et Alpine, parce que ils ont joué leur va-tout et je pense qu'ils ont eu raison. Même si ça n'a pas eu les résultats escomptés. Rendez-vous à la rentrée, Thibaut, pour en savoir plus. C'est un peu ce qu'espérait Philippe Sino, de pouvoir donner plus d'informations à la rentrée, puisque pour espérer être là l'an prochain, ça semble une deadline assez importante. On verra ce qu'il en sera pour Signatech, puisqu'on vous rappelle que la marque Alpine, elle disparaîtra du championnat du monde en fin de saison. Thibaut, on complète ce top 10 par Aston Martin. Aston Martin qui place pour la première fois ses 2 Valkyries dans les points, pour la première fois depuis le lancement du programme de la LMH britannique. Thibaut, bon, c'est encore c'est une 6e place et une 9e place. La 6e place de la numéro 007 de Harry Tincknell et Tom Gamble, au milieu des Ferrari numéro 83 et numéro 50. Devant également la BMW numéro 20. Mais on rappelle évidemment que la Ferrari numéro 50 et la BMW numéro 20 ont été pénalisées en course. 2 voitures dans les points, on se satisfait de ça dans le clan Aston Martin. On est toujours un peu derrière, hein, sur pas forcément le circuit le plus favorable aux 2 Valkyries. Honnêtement, elles ont pas été. Le rythme est pas ridicule, mais ils sont pas constants.
Ils sont pas constants. La voiture, elle est perfo. Alors certes, bien aidée par la BOP, mais de toute façon, on connaît ses limites. Faut pas en attendre aujourd'hui. Faut pas en attendre beaucoup plus. Elle est déjà énormément aidée. Il y a les pneus qui jouent, mais en course, ils ont jamais en course le rythme qu'ils peuvent avoir en qualif. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ce qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils continuent de progresser, ça c'est clair. Mais voilà, je les attends pas à la régulière, je les attends pas honnêtement faire beaucoup mieux. Et ce qu'ils font, c'est pas mal avec les mains du bord. Faut pas oublier que c'est pas un programme qui est 100% officiel, qui est financé par The Art of Racing. Il y a eu des petits contacts aussi, la course n'a pas été parfaite. Donc si tout va bien, ils peuvent espérer un top 5, mais à mes yeux, voilà, guère plus. Thibaut, dans le clan des déceptions de cette course, on ne peut évidemment ne pas mentionner Toyota. Toyota qui a, après les 24 heures du Mans où la marque japonaise est revenue au sommet, a cette fois passé un peu au travers de ces 6 heures de Sao Paulo. La numéro 8, Thibaut, a été éliminée quasiment d'entrée de jeu après un contact avec la Genesis numéro 17 d'André Lotterer. Et un problème de direction qu'il a fallu solutionner, un quart d'heure perdu, la course était évidemment terminée. Par contre Thibaut, on n'a pas senti Toyota vraiment à son aise durant cette course. La numéro 7 a été pénalisée, tout comme la Ferrari numéro 50 pour la vitesse excessive sous full coursiello en début d'épreuve, et à partir de là est tombé un petit peu dans la hiérarchie. Il y a également eu une autre pénalité, Thibaut, de 5 secondes pour Mike Conway pour ne pas avoir suivi les instructions de la direction de course au départ. Bon, ces deux pénalités pour la numéro 7, forcément, a mis la voiture un peu sur le reculoir, et la numéro 8, elle, éliminée après le contact. On va appeler ça une course à oublier, ou il y avait un peu plus que de la... Où il y avait aussi un manque de perfo, tu penses, pour la TR 010 hybride? Clairement. Alors, c'est toujours la même chose. Il y en a qui disent oui, Toyota casse son jeu parce qu'il y a Fuji. Moi, je peux pas y croire. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Il y a un titre mondial à aller jouer. Autant on pouvait penser ça. On peut éventuellement penser ça de l'année passée. Toyota a du mal sur ce circuit depuis qu'il a été resurfacé. Clairement. Donc voilà, il semblerait qu'il ne convienne pas forcément aux caractéristiques de l'auto, qui est pourtant doté d'un grip mécanique absolument phénoménal, ce qui peut aider dans le deuxième secteur. Et après voilà, tout s'est mal enchaîné aussi, c'est une espèce de spirale. La 8 a été tapée par la Genesis, donc comme tu l'as dit, c'est terminé. La 7 a eu des pénalités. Je pense qu'à la régulière, ils auraient pu faire 7-8, mais pas beaucoup plus. Quand on voit le rythme qu'ils avaient, je les vois pas, pour moi, ils pouvaient pas faire beaucoup plus. Donc la position également de départ n'a pas aidé Thibaut, vraiment non, assez loin en complètement. qualification sur un circuit où la position en piste, comme tu dis, est très, très importante. Et où tu peux pas trop, on l'a vu avec Alpine. Alpine a tenté de se mettre hors séquence, ça a pas porté ses fruits. Toyota est assez coutumier du fait, parce qu'ils savent que c'est important de rouler dans ce qu'on appelle le clean air, l'air propre. Mais là, c'était plus compliqué sur un circuit comme Sao Paulo. Donc globalement, c'est un week-end à oublier pour Toyota. Ils ont perdu la tête du championnat pilote, certes c'est à égalité, rien n'est perdu. Ils ont plus que 4 points d'avance au championnat constructeur. Tout est à refaire, on va dire. C'est dommage pour eux, mais voilà. Ils s'attendaient pas à briller, certainement à minimiser les dommages. Il va falloir voir comment ça se passe à Austin, il va falloir redresser la barre. Toyota est passé, je sais pas si on peut dire est passé au travers. En tous les cas, ils ont jamais trouvé le setup où la voiture n'est tout simplement pas à l'aise sur ce circuit, tout comme par exemple la Ferrari n'est pas du tout à Fuji, et même si cette année ils ont réussi à redresser la barre, Ferrari, par rapport à l'an dernier, vous avez été transparent, je m'attends pas à les voir briller à Fuji. Donc voilà, il faut espérer que ce tracé soit un petit peu le terrain de jeu qui ne sourit pas à Toyota, espérer pour les Japonais que ça se passe mieux des Austin, et y a rien, honnêtement, voilà, y a rien qui allait pour Toyota à Sao Paulo. Le pain noir mangé pour Toyota. Genesis Thibaut, Genesis très performant en essai. On a vu Mathieu Jaminet aux avant-postes pour la première fois de placer une Genesis en haut de la hiérarchie en essai libre. On a vu cette même voiture dans le top 6 en qualification. Il y avait des raisons d'être optimiste pour la course, mais au final, Thibaut, les deux GMR 001 sont un petit peu rentrés dans le rang justement en course. Bon, on a vu André Lotterer pénalisé rapidement, comme pour le contact avec la Toyota, ce qui a évidemment pas servi cette voiture. Comment tu juges cette prestation de Genesis? On sait que le fait d'avoir mis une voiture à l'arrivée des 24 heures du Mans avait été un premier jalon. On sait qu'ils ont travaillé après les 24 heures du Mans pour résoudre les soucis un petit peu de récurrents qu'il y avait sur la voiture. Est-ce que ça va dans le bon sens pour le clan coréen selon toi? Oui, de toute façon, il faut pas être sévère. Enfin, je veux dire, c'est
Moi, je trouve que ce qu'il montre, c'est déjà super. La voiture, elle a un potentiel démoniaque. Ils l'ont prouvé au Mans en qualif. Ils l'ont prouvé à Sao Paulo en qualif. Maintenant, oui, il faut qu'il gagne en constance. Il faut qu'il gagne, comme le disait Justin Taylor sur Endurance Info. Il y a beaucoup de gains sur les systèmes, tout ça. Et c'était pareil pour les autres. Ça a été pareil pour Porsche Penske. C'était pareil pour BM dont on parlait tout à l'heure. Ça a été pareil pour Alpine. Et tout ça, faut l'apprivoiser. Faut trouver. Il progresse beaucoup. Maintenant, il faut savoir que au début, ils l'ont pas forcément vu tout de suite, mais à la voiture, la numéro 17, elle a été endommagée par le contact avec la Toyota. Donc ça a été un petit peu la double peine, on va dire. Et puis après, la 19 a manqué de constance. Elle a été vite en milieu de course, un petit peu moins au début et à la fin. Si j'ai Pénalisé en début de course. Voilà. Donc ils ont eu également. C'est ça. Ils ont eu pas mal de petits pépins et c'est une machine qui se met en route. Moi, je trouve qu'il faut pas être trop sévère avec eux. Je trouve que ce qu'ils montrent, c'est déjà excessivement encourageant. L'année prochaine, on les attendra et déjà en fin de saison. Moi, je me souviens d'Alpine, la première saison. Samedi soir, je sais plus, à 21h, c'était rideau 24 heures du Mans. Mais la voiture était perfo. Donc là, ils ont fait mieux qu'Alpine aux 24 heures du Mans la première année. La voiture est perfo, ça va marcher. Il y a encore, c'est pareil, même au niveau de l'organisation, de l'exécution, il y a pas mal de petits trucs à trouver. Mais c'est l'expérience. Ils sont partis d'une feuille blanche. Avec une équipe à monter de toutes pièces. Et voilà, après, faudra voir. Cyril Abiteboul nous a confié qu'il allait avoir des renforts pour l'année prochaine, des petits changements au niveau de la structure. Donc ça, on va voir l'impact que ça aura. Mais non, moi je veux pas taper dessus. Honnêtement, c'est la 4e course de la voiture. Bon, c'est déjà très bien. Honnêtement, c'est déjà très bien. Maintenant, on les attend. On espère qu'ils vont gagner en constance. C'est un circuit sur le papier pourtant qui je les attendais pas forcément, et surtout notamment en qualif parce que ils souffrent d'un certain manque de grip mécanique, ce qui est important dans le deuxième secteur. C'est une voiture à contrario qui est assez à l'aise dans le rapide, donc ce sera intéressant de voir à Austin ce qu'il en est parce que je pense que le circuit des Amériques lui conviendra davantage à la GMR 001. Et Thibaut, on conclut ce tour d'horizon de l'hypercar par Peugeot. On va se répéter malheureusement, mais Peugeot a encore fait une course transparente. On attend Thibaut l'évolution. On est obligé de dire ça. Exactement. Là, c'est très bien dans le secteur 3. Mais ça suffit pas. C'est les meilleures voitures dans le secteur 3 et de manière assez significative. Je peux vous dire que ça tire la gueule, excusez-moi de l'expression, mais ça fait la moue. C'est dur pour l'équipe. Ce qui est étonnant, c'est que ça va en se détériorant presque. Donc voilà, on fait le dos rond. Il y a on passe d'une pole position à Spa. Ouais, alors bien sûr. Entre Le Mans et Sao Paulo. Alors c'est pareil, au chrono, c'est ce qu'on disait à l'instant avec le grip mécanique. Peugeot l'année dernière, déjà, ils étaient nulle part. Enfin, c'est compliqué. Enfin, honnêtement, je sais pas quoi dire. Il y a plus rien à dire sur Peugeot. Je pense qu'on a tout dit. Maintenant, faut faire le dos rond, attendre là. Je sais pas s'il faut parler de nouvelles voitures, mais en tous les cas, moi, je parle de nouvelles voitures plutôt qu'une grosse. Oui, les changements seront tellement drastiques qu'on peut parler. C'est ça. J'ai envie de parler d'une grosse Evo pour Ferrari et d'une nouvelle voiture pour Peugeot. Maintenant, faut leur souhaiter que quand la version, leur hypercar 2027 prendra la piste, ils vont retrouver la banane. C'est une belle équipe, ils l'ont montré en exécution, tout ça, ils sont bons, mais là, ils sont juste condamnés ils sont dans leur propre catégorie, comme au Mans, ils sont condamnés à attendre que ça se passe et à rejoindre l'arrivée. Et même s'ils font une course parfaite ici ou là, ils peuvent pas espérer plus. Donc voilà, c'est comme ça. Et Thibaut, on enchaîne sur une catégorie LMGT3 qui a vu une sérieuse bataille rangée, notamment dans les premières minutes, avec une Aston Martin qui avait signé la pole position avec Kobe Powell, une très belle prestation de la voiture. En revanche, le début de course a été très compliqué pour la voiture, et ce qui a permis notamment au Ford Mustang Proton Competition et à la Corvette Z06 LMG3R numéro 34 du Racing Team Turkey by TF de Charlie Eastwood, Peter Dempsey et Sally Youlouch de remonter depuis la 10e place pour se hisser aux avant-postes, et Thibaut ne quasiment plus les quitter. Ce n'est même pas la crevaison avant le dernier arrêt qui aura empêché le trio de s'offrir un premier succès en LMGT3. C'est la 2e victoire d'une Corvette consécutive cette année, Thibaut, après le triomphe de la numéro 33 au Mans. Il y a un élément qu'on va mettre en avant, Thibaut, c'est Peter Dempsey sur cette voiture qui a encore fait un double relais même assez incroyable en milieu de course, et qui en fait encore une fois redistribue les cartes de la fameuse catégorisation de pilote, puisqu'il est censé être pilote bronze, mais son niveau de performance le place bien plus haut, Thibaut.
Si je ne m'abuse, je crois qu'il est même plus rapide que son pilote Silver, hein. Là, je suis en train de regarder. Ouais, c'est vraiment ses perfs, elles sont assez remarquables. Alors, Peter Dempsey, ça fait un bail, hein, mais il était en Indy Light avant. Mais vous voyez, là, je regarde. Quand on regarde sa moyenne, ne serait-ce que des 20% des meilleurs tours en course, il est en 1,35,7. Là où Sally Oluch, il est en 1,36,1. Et puis au final, c'est vraiment l'équipage qui fait la différence, parce que Charlie Eastwood, il est en 1,35,6. Et il est, oui, c'est ça, une 35.6 et par exemple devant, c'est Maxime Martin le plus rapide, il est entre une 35.1. Donc c'est vraiment l'homogénéité. Merci Pierre, l'homogénéité de l'équipage qui fait la différence et une super équipe TF, attention, hein. TF fait vraiment une belle saison. Corvette, ça a été dur au début avec la Z06 GT3R, mais il semblerait qu'elle soit enfin parvenue à maturité. C'est ça qui a fait la différence. Après, on a eu, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu Aston était là, Lexus, ils n'ont pas eu de chance, et puis voilà, ça aurait été intéressant en tous les cas on va y revenir juste après, mais il y a Mercedes qui a été là, enfin, j'ai envie de dire, enfin, mais BM a été là avec une belle deuxième place. Ça a été très intéressant, toujours compliqué à suivre, hein, la catégorie GT3, parce que forcément l'hypercar a été tellement intense que ça a un petit peu monopolisé l'attention, parce qu'il y a ces histoires de catégorisation de pilotes qui changent, et en plus, comme tu le disais, avec un Peter Dempsey qui peut pas rester bronze, je peux pas y croire. Après, bon, on a vu un Roda qui est toujours bronze, donc faudra voir ce qu'il en est durant l'intersaison. Mais non, chapeau ATF, ça va être une très bonne opération pour l'écurie britannique et voilà, c'est comme tu dis, c'est vraiment l'équipage qui a fait la diff à la fin. Et comme tu le disais Thibaut, on a vu plusieurs marques, Ford notamment en début de course, puisque les deux Mustangs ont pointé en tête. Après, ce sont les séquences d'arrêt qui se sont écroulés. Voilà, ouais. et effectivement, les deux Ford n'ont vraiment pas eu de réussite à la fin. Bon, la 77 a été pénalisée en fin de course, hein, d'où son classement bien plus en retrait que la voiture sœur qui, elle, termine dans le top 5. C'est un manque visiblement de grippe et en fin de course qui a un petit peu embêté les deux Ford. Mais Thibaut, par contre, le podium est complété, comme tu le disais, par WRT avec la BM numéro 69 de Anthony McIntosh, Parker Thompson et Dan Harper, qui ont fait une très très belle course sans erreur. Et les 3e et 4e positions pour les deux Porsche Manthey. Mais est-ce une surprise, Thibaut, de voir WRT et Manthey, même si les qualifications ne sont pas les meilleures en termes de chrono, hein, sauf la numéro 69 qui elle était quand même en deuxième ligne de cette catégorie LMGT3, mais les Porsche étaient plus loin, mais les Porsche sont remontés et ça, comme d'habitude, hein, on la fait pas à WRT et à Manthey en termes de science de la course. Exactement, c'est ça, ils ont encore été très forts. Alors pour revenir juste sur la Ford, on se répète, hein, mais c'est une voiture qui est à l'aise sur les circuits très rapides. Alors oui, Le Mans, ça lui convient bien, des grandes lignes droites, des grosses zones de freinage, ça va, Fuji devrait bien lui convenir avec une grosse ligne droite. Elle a été performante, mais bon, à la fin, ça n'a pas suffi. Comme tu dis, on a quand même WRT et Manthey qui sont absolument redoutables en exécution course. Il faut savoir que BOP ou pas, Manthey, ils arrivent toujours à s'en sortir, parce qu'en plus, ils arrivent toujours à rouler avec un peu d'aéro. Ferrari, c'est très compliqué par contre, hein. Ferrari, ça devient compliqué. C'est une très très bonne voiture. Comment t'expliques la course vraiment, on peut appeler une course catastrophe un peu pour Vista F Corse. Alors déjà, honnêtement, le problème c'est qu'ils peuvent se reposer plus que sur une seule voiture, hein. Tout respect, j'ai pour Thomas Flor. Aujourd'hui, il a plus le niveau. La 54, elle est invisible. Elle est totalement invisible. Donc ça les aide pas. Alors que les autres écuries, globalement, voilà, on parlait de TF. Ils ont une voiture qui gagne au Mans, une voiture qui gagne à Sao Paulo. Chez WRT, les deux voitures peuvent jouer. Même chez Acodis ASP, cette année, ils ont deux équipages qui peuvent jouer. Et je pense que ça manque cruellement aujourd'hui chez Ferrari. Alors oui, Thomas Flor, c'est un client fidèle et tout ça, mais bon, il y a un moment, je pense que ça porte préjudice aussi à la voiture sœur. Et c'est une voiture qui manque de par la BOP, qui manque aussi un peu de chevaux, qui manque de puissance et voilà, ça devient très compliqué pour eux. Autant en qualif qu'en course, c'est très compliqué. Donc, faudra voir ce qui est fait lors des courses à venir. Mais autant par le passé, ils arrivaient à s'en sortir, autant maintenant, ils n'y arrivent plus. Leurs prestations ne sont plus aussi impeccables que par le passé. Je pense que par le passé, c'est vraiment ce qui leur permettait de sauver les meubles. Et là, ils ont plus de mal. Et le niveau de la catégorie va aussi en s'améliorant, hein. On a toujours, comme on disait déjà, hein, TF, WRT, Manthey, qui sont excessivement forts. Et maintenant, on a aussi un Acodis ASP qui fait vraiment du super boulot, qui n'a pas été récompensé, mais qui en revanche a joué
les premiers rôles, et ça c'était vraiment chouette parce que l'année dernière beaucoup de gens ont dit Acodis a gagné à Sao Paulo parce qu'ils avaient les pneus hard, parce que les pneus hard ils étaient destinés aux voitures à moteur avant, et ça a annihilé un petit peu certains défauts de la Lexus RCF GT3. Et ben non, l'équipe française a maintenant, pour rappel, les hard ont été bannis, il n'y a plus que les médiums en LMGT3, et malgré cela l'écurie française a brillé. Elle n'a pas obtenu les résultats escomptés, mais elle a brillé, et je trouve c'est du super bon augure avant l'arrivée l'année prochaine de la nouvelle GT3. Je peux vous dire qu'à Codis ils sont là, et l'année prochaine avec la nouvelle caisse faudra les attendre jouer le titre. Donc voilà, encore une fois le niveau de la catégorie il a encore augmenté, il faut être impeccable pour l'emporter. Et on avait débuté cette conversation là justement sur Vista F Corset, et aujourd'hui j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour Vista F. Mais je peux vous dire que Richard Lietz, il s'attendait pas du tout à être sur le podium. On l'a croisé après sa descente de podium, il fait ah bah je la prends celle-là. Et Thibaut, la bonne surprise, on va mentionner Iron Lynx, on l'a rapidement évoqué, mais les Mercedes, elles, se sont vraiment montrées vraiment performantes, surtout la 61 Thibaut, emmenée par Maxime Martin, un petit peu le capitaine de route du clan Mercedes en WEC. Alors ça fait sur le papier qu'une 6e place, mais Thibaut, cette voiture et surtout la mayonnaise semble être un peu plus consistante entre Iron Lynx et la MG GT3. On rappelle que Mercedes doit également amener une nouvelle voiture sous peu dans la catégorie GT3. Oui, voilà, au moins on les a vus jouer devant avec un très grand Maxime Martin notamment, bravo à lui. Ça suffit pas. Donc je mets pas Iron Lynx parmi les écuries de référence du plateau, je ne mets pas l'équipage de la 61 parmi les plus véloces du plateau, on vient d'en parler, même si attention, Martin Berry n'a pas été le pilote bronze le moins en vue, ça a été clairement celui dont on vient de parler, à savoir Thomas Flor. Mais bon, voilà, il y en a qui ont fait mieux. Il y a Eric Powell qui a été très bon chez Ford. On reviendra pas sur Dempsey. Anthony McIntosh a été très bon aussi. Petru Umbrarescu, tout ça c'est plus fort. Et aujourd'hui, encore une fois, on l'a dit à maintes et maintes reprises, il n'y a pas une seconde d'écart entre deux pilotes pro. En revanche, entre deux pilotes bronze, c'est possible. Et là, typiquement, je vais vous prendre juste l'exemple chez TF, et pourtant c'est loin d'être le moins bon. Mais Dempsey, à la moyenne des 20 meilleurs tours en course, il est en 1.35.7, là où Ben Keating, il est en 1.36.7. Donc ça vous montre aussi l'écart. Vous imaginez à quel point il est colossal. À voiture égale, même si, attention, la 33 emporte du succès ballast suite à son succès du Mans. On sait à quel point, de façon, dans cette catégorie, l'équipage est prépondérant. Les 6 heures de Sao Paulo étaient au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Nous avons un petit peu fait le débriefing de cette épreuve, remportée, on vous le rappelle, par BMW et Team WRT avec le trio Dries Vanthoor, Kevin Magnussen et Raffaele Marcello. Le premier succès du trio en hypercar. Thibaut, le prochain rendez-vous du WEC à Austin, en septembre. Un circuit toujours très attendu par sa configuration et où évidemment l'ensemble des constructeurs essaiera de faire de son mieux pour ou se rattraper de cette épreuve de Sao Paulo, ou confirmer notamment pour BMW cet élan. On attendra évidemment les constructeurs américains, notamment Cadillac et Ford et Corvette en LMGT3. Thibaut, l'actualité du WEC, ça va être très rapidement les premiers tours de roue de la nouvelle Ford. On les attend début août sur le circuit Paul Ricard. Ça va être évidemment l'une des actus chaudes à suivre, donc restez connectés sur Endurance Info pour suivre tout ça. L'été va être animé même s'il n'y a pas de course, donc il va falloir effectivement tant mieux. Et puis j'espère surtout qu'on aura un Lone Star Le Mans aussi sympa que ces 6 heures de Sao Paulo, et surtout on devrait avoir une fin de saison très très belle, et avec un beau duel entre Toyota et BMW, notamment dans l'attribution des titres. Ferrari n'est pas totalement décroché, mais on les voit quand même mal venir se mêler à la lutte. Donc ça promet, et on peut que se réjouir d'avoir eu deux belles courses honnêtement là. On a un très beau début de saison, et là on se retrouve encore une fois avec un Le Mans et un Sao Paulo qui ont été très disputés jusqu'au bout, donc c'est chouette. Rendez-vous donc à Austin en septembre, Thibaut, et d'ici là restez connectés, et on se donne rapidement rendez-vous pour un prochain numéro de notre podcast. Merci Thibaut. Ciao.